il a été lâchement tué. Je pèse bien mes mots. Et jusqu'alors, personne ne sait ce qui lui était arrivé. Aucune enquête ne nous a dit ce qui arrivait au ministre Akpobli. Alors, dans cet environnement-là, quand vous vous sentez menacé et connaissant les pratiques de notre pays, si vous souhaitez vivre encore longtemps, vous devez chercher des solutions. Et c'est ce que Monseigneur Podjo a eu à faire. Vous savez, les propos de nos gouvernants aujourd'hui n'ont plus de crédibilité. Je le dis, les propos de nos gouvernants d'aujourd'hui n'ont plus de crédibilité. Parce que tout le monde a vu les vidéos qui avaient circulé quand les militants du RPT Unir étaient allés menacer le prélat à son domicile. Je crois que dans ces conditions, tout le monde a également vu la façon dont il a été traité au domicile du président Gbayoumé. Bon, tout le monde sait pourquoi le président Gbayoumé a dû s'enfuir également du pays. Et donc, en cherchant à faire du mal au docteur Gbayoumé, par ricochet, on cherche à faire du mal à Monseigneur Podjo aussi parce que tout le monde sait que c'est son soutien. Et Monseigneur Podjo, tout le monde sait le rôle qu'il joue dans ce pays pour l'avènement de la démocratie et l'alternance. Donc, ceux qui ne veulent pas que l'alternance soit réalisée, ou bien l'alternance massivement votée par le peuple togolais le 22 février 2020 soit concrétisée, chercheront par tous les moyens pour lui faire du mal. Et de manière réelle, Monseigneur Podjo a reçu des menaces. Tout le monde l'a vu. Alors, lundi dernier, vous avez organisé une conférence de presse avec certains de vos partenaires politiques. Alors, quels sont les sujets qui ont été débattus ou les sujets qui ont été abordés? Parce que c'était notre première sortie politique à tout le peuple togolais. Et puis, demander à nos militants de rester debout et puis de se mobiliser pour que l'année que Dieu vient de nous donner soit la bonne pour la réalisation de notre objectif principal, qui est l'alternance à la tête de notre pays. Et donc, cette rencontre nous a permis de rencontrer la presse et de parler aux Togolais en leur disant tous nos vœux, les vœux de bonne santé, etc. Et puis dire surtout que l'année 2023 est et sera certainement une année de grands enjeux, de grands défis, mais également de grands espoirs. Nous le croyons et nous y travaillons pour que l'année 2023 soit la bonne pour que nous puissions nous entendre au Togo avec ceux qui gouvernent. Ensuite, nous avons annoncé le grand meeting que nous comptons organiser le samedi prochain avec l'appui ou bien la participation active d'autres acteurs politiques comme M. Ouroudipa, l'ancien du TNP, et puis également de M. l'honorable Nicodème Habia, qui, après plusieurs concertations et séances de travail, ont compris la vision de la DMK et qui sont à nos côtés pour que nous travaillions ensemble à la réalisation de l'objectif. Donc, nous avions informé les Togolais sur l'organisation de ce meeting. Ensuite, le troisième aspect de notre rencontre, c'est de faire un bilan sur le plan de la gouvernance économique, un bilan sur le plan de la situation sécuritaire, un bilan sur le plan de la situation sociale que vivent nos populations, et ensuite un bilan politique. Malgré toutes
les difficultés que le pouvoir ne cesse de nous mettre sur le chemin pour que nous ne puissions plus nous exprimer. Mais Dieu merci, nous continuons par nous exprimer, nous continuons par parler aux Togolais, nous continuons par mener nos activités. La preuve, c'est que tout dernièrement, malgré les interdictions répétées que le pouvoir nous faisait, nous avons pu réaliser le meeting de Vougan qui, à notre avis, a ouvert la voie pour que la liberté d'expression soit retrouvée de nouveau et nous comptons continuer comme ça. Donc, nous travaillons sur le terrain, nous mobilisons nos troupes pour qu'une mobilisation générale puisse se faire au Togo, parce que c'est ça qui est le plus important. Il faut que les Togolais comprennent ce qui se passe et à un moment donné puissent s'indigner parce qu'on ne peut pas gouverner un pays de cette manière. Et c'est notre rôle en tant que parti d'opposition, hein, en tant que parti d'alternative, parce que nous ne sommes pas dans une opposition contestataire uniquement. Hein, je le dis, je le répète. Nous ne sommes pas des partis qui sont là pour contester seulement les actions du gouvernement. Nous avons des idées réelles pour mieux gouverner ce pays. Nous sommes une force alternative pour gouverner ce pays et le construire autrement. Donc, il faut que tout le monde le sache, que nos mouvements, nos activités politiques ne sont pas juste pour contester les décisions ou la façon dont le pays est gouverné. Mais nous avons des projets réels, hein, des projets de société que nous voulons décliner pour que le Togo retrouve, les Togolais retrouvent leur dignité, parce que aujourd'hui, la mauvaise gouvernance a conduit le peuple togolais dans une impasse. Cette impasse-là, nous le constatons sur tous les plans. Sur le plan des infrastructures. Bon, à part quelques routes et des infrastructures portuaires que le gouvernement a pu réaliser, nous le reconnaissons. Et là encore, ce n'est pas à travers tout le pays, c'est sur certaines régions sensibles qu'ils ont pu réaliser quelque chose. Mais c'est très très insuffisant au regard de tous les moyens que les populations mettent à leur disposition. Sur le plan des infrastructures scolaires, éducatives, équipements, je crois que vous-même vous connaissez la situation. Les élèves des secondaires sont obligés d'aller aujourd'hui aller apprendre en double flux. Certains y vont le matin, d'autres y vont l'après-midi. C'est aberrant, hein, c'est fatigant, non seulement pour les élèves, mais c'est également pour les enseignants. Vous voyez un peu? Et tout est en désordre de ce côté-là, malgré tout le boucan que fait le ministre Kokroko à ce niveau-là. Je crois que les résultats sont en dessous des attentes des Togolais. Bon, à chacun de juger. Sur le plan de la santé, vous connaissez la nature, hein, de nos centres de santé, l'état dans lequel ils se trouvent. Et dire que depuis 60 ans de gouvernance, hein, que notre pays soit à ce niveau, qu'on n'ait pas un seul hôpital de référence, je crois que c'est très dommage. Vous-même, vous savez que le ministre Trimois avait annoncé à tambour battant que le Togo aura un hôpital de référence au mois de juillet de 2020. Nous sommes en 2023. Nous n'avons jamais vu la couleur de cet hôpital. Bref, sur tous les plans, nous avions fait le bilan et nous avons constaté qu'après 60 ans de gouvernance par une seule famille et par un seul parti politique, nous voilà dans une impasse politique, économique et sociale. Les travailleurs ne vivent pas au Togo, ils vivotent. Nos femmes qui sont dans les marchés n'arrivent pas à vendre. Nos agriculteurs et tout ce qui constitue le tissu industriel dans notre pays, rien ne décolle. Alors, et même sur le plan agricole, bon, la terre est là, mais la façon de produire à partir de la terre, le gouvernement n'est pas arrivé à implémenter un seul système qui puisse nous donner à manger à notre faim. Alors, et donc, avec ce bilan catastrophique, je crois que les Togolais doivent comprendre que l'assassinat de Sylvain Olympio le 13 janvier 1963
a causé un grand tort à notre pays. Et bientôt, ce sera l'anniversaire. Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je salue le grand combattant, M. Zouradia. Bonjour, M. Pélé. Je pense que je dis courage. Merci beaucoup. Ça fait 60 ans que nous avons une seule famille au pouvoir. Trop c'est trop. Donc, j'ai deux préoccupations. Je pense que la première préoccupation, vous venez de dire, ce n'est pas qu'on va vous jeter en prison, d'abord avant que vous devez savoir que vous êtes, il y a une couture militaire. Quand vous tentez de menacer, il faut quitter le pays. Je ne sais pas si Akila Boko est rentré maintenant, on va le laisser vivre. Si tous ces gens qui sont à l'extérieur, les copies, tous ceux qui n'ont rien fait, on va le laisser vivre. Donc, on a besoin de ça. C'est pourquoi il y a ce métier que tous les Togolais de venir à des projets. C'est très important. Deuxième préoccupation, je pense que sur cette plateforme, moment hier, monsieur Béréki à côté du PPP, vous avez posé la question, il avait répondu qu'ils ont besoin de tout ça là, tout ce que la DNK est en train de faire. Mais si eux n'ont pas fait le pas, il faut que la DNK fasse le pas vers eux. Je pense que tout le monde sent d'être ensemble. Je pense que la DNK est ouverte et elle est en train de faire, on est en train de voir au cours de la conférence de presse dernière, vous étiez avec les autres. Et plus loin, c'est le pas que le peuple veut. On sent que vous sentez ce que dit le peuple. Alors, je pense que ce que tu as dit, je ne sais pas quelle préoccupation vous avez. C'est bon. Merci. Merci à vous, bonne journée. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 Nana FM, allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Oui. Bon, monsieur Adjar. Allô? Oui, allô, allez-y, Oui. on vous écoute. Oui, oui. Vous venez tout à l'heure d'énumérer toute une panoplie de déficits au niveau de l'accomplissement qu'a fait le gouvernement. Maintenant, vous voyez, il ne s'agit pas, à mon avis, il ne s'agit pas de voir la chose de cette manière-là. C'est-à-dire, la chose, ça se trouve au niveau de votre tronc. Depuis l'avènement de cette histoire de démocratie, allô? Oui, allô, on vous écoute, allez-y. Allô? Oui, allô? Depuis l'avènement de la démocratie, dès que vous aviez commencé par faire des histoires d'opposition qu'on sort, est-ce que déjà, vous avez déjà eu ensemble, ça veut dire dans l'ensemble de toute l'opposition, vous avez déjà eu à vous asseoir et à faire un bilan? Mais tout ça dit, c'est le parti au pouvoir qui gagne, comme vous le dites. Et vous, chaque fois que vous êtes des perdants, c'est qu'il y a une nuance quelque part. Merci beaucoup. Vous êtes sûr d'avoir cerné le nord du pays? Merci. Non pas. Maintenant, je reviens au niveau de M. Kokoroko. Vous venez tout à l'heure de disqualifier tout ce qu'il a fait. Mais toutefois, même si nous sommes des ennemis, moi je pense qu'il sera de bon ton que même si nous sommes des ennemis, ça dans certains cas, dès que l'ennemi fait un des trucs pouvant mener le pays à bien, ayez le courage au moins de l'apprécier. C'est ce qui vous manque. C'est ce qui vous manque au niveau de l'opposition. Mais je pense qu'il faudrait que vous puissiez vraiment sérieusement régler cela. Merci vraiment à notre auditeur. Monsieur Garo, allô? 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 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oh, bonjour. Oui, Basile. Monsieur Basile, comment allez-vous? Oui, je vais bien et vous? Dieu merci, nous allons bien aussi. Je salue votre invité. Bon, moi, je vais leur demander leur opposition dans son ensemble. Ils combattent le régime en place seulement que je vais prendre moi, je vais prendre sa place, le régime que je vais dire. Est-ce que c'est comme ça qu'on combat un régime? Nous, on a opté pour ne pas faire une lutte armée pour prendre le régime. Eux, ils sont là, moi je vais aller au pouvoir. Est-ce que c'est comme ça qu'on va au pouvoir? Moi qui vous parle là, moi je suis un retraité de vieux temps.
je ne sais même pas combien d'années je suis retraité. Maintenant, quand ce régime paie les Togolais en moins, on paie l'enseignant de même qualification au Burkina à 40 000. C'est un exemple, je ne dis pas. Au Burkina, tu ne peux pas payer quelqu'un à 40 000. Et on paie ce même enseignant au Togo de même qualification à 15, 10, 12. Ils sont là, ils regardent tout ça. Ils laissent le régime faire. Pour eux, c'est de venir au pouvoir. Parce qu'ils laissent ça en l'état. Pour que demain, quand ils vont venir, eux-mêmes, ils vont faire la population de la même manière. Est-ce que c'est comme ça on fait une lutte dans un pays? Merci beaucoup. Moi, c'est pas comme ça. Merci beaucoup, monsieur Basile. Merci beaucoup. Nous avons un autre auditeur en ligne, en FM. Allô? Allô? Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y, vous avez la parole. Bonjour à notre invité. Bonjour. Vous savez, le combat démocratique en est un. Et alors que le débat ou bien le combat de la transparence aussi en est un autre. Et la situation que nous vivons au Togo, souvent on a l'habitude toujours de tirer sur les opposants qui ne sont pas unis, qui ne font pas ci, c'est pour ça que le pouvoir ne fait pas ça. Mais moi je ne comprends pas. Si vous voulez faire du bien, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous dise ce que vous devez faire de bien? Ce que nous demandons, c'est de changer un système. Si le pouvoir en place continue toujours par régenter le pays et qu'il change le système, je crois qu'il n'y aura pas de souci. C'est le système qui est le problème. Ce n'est pas un combat de personnes. C'est dans ce sens-là que les gouvernants le perçoivent tout le temps et que même d'autres qui rentrent dans l'émission et posent des questions le perçoivent. Ce n'est pas un combat de personnes, mais c'est un combat de système parce que notre pays doit fondamentalement changer. Merci beaucoup à Michel. 91 09 71 71, on peut prendre le tout dernier auditeur en ligne. Monsieur Garo, bonjour. Allô, bonjour, mon père. Comment allez-vous? Merci, monsieur Adja. Bonjour, monsieur Gado. Oui, moi, je vais t'inviter, ça va choquer beaucoup de monde. Vous savez, après l'unir, celui qui va bien gouverner ce pays, c'est Agbeyo, monsieur. Je ne sais pas s'ils sont partis. Mais c'est Agbeyo. Moi, je préfère que vous rentriez en contact avec le président de l'Assemblée et de la République pour bien négocier le retour du docteur Agbeyo. Parce que les élections passées, c'est passé. Donc maintenant, rentrons dans une autre discussion. Secondo, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, là, la France, le gouvernement mal dit par la France. Et si jamais la France commence à parler des élections provisoires au Togo, il faut faire attention, parce que c'est de l'hypocrisie. Nous allons régler nos problèmes entre nous-mêmes, parce que la France n'est pas, c'est-à-dire le Togo n'est plus bien avec la France. Donc, nous ne tombons pas dans le jeu de la France. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Gado. Merci à nos auditeurs. Alors, monsieur Adja, vous avez suivi les uns et les autres. D'abord, la préoccupation de payer la CPP, monsieur son président, monsieur Beleki Adrien à côté, était assis à la même place le mardi dernier. Elle disait qu'il est prêt avec son parti, son bureau, ils sont prêts à travailler, même avec la DMK. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes disponible à faire le pas? Vous savez, la DMK reste disponible à toutes les forces politiques qui veulent contribuer à la résolution de la grave crise politique au Togo. Et nous avons fait beaucoup de démarches envers beaucoup de responsables et de leaders politiques pour que nous soyons ensemble. Nous avons toujours clamé haut et fort que la DMK c'est une force citoyenne. Et tous ceux qui se sentent concernés par la situation du Togo sont interpellés et peuvent rejoindre notre rang pour qu'ensemble nous puissions construire un nouveau pays. Parce que nous n'allons pas nous arrêter à nous-mêmes. Ce n'est pas un combat partisan que nous sommes en train de mener. Nous sommes en train de mener un combat qui concerne tous les citoyens togolais pour que nous sortions de cette situation. Parce que nous disons même que les gens de RPT Unir, aujourd'hui, ceux que nous connaissons, nous disent que si les choses n'ont pas changé jusqu'à présent, que c'est notre faute. Quand vous leur demandez pourquoi c'est notre faute, ils vous disent mais vous n'êtes pas unis.
vous n'êtes pas unis, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à prendre le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un message pour nous dire qu'eux aussi ils sont fatigués, ils veulent bien que le changement arrive, mais vous n'arrivez pas à vous unir, c'est pourquoi le changement n'arrive pas. Donc c'est un message très fort. Et donc je prierai les dirigeants de la CPP que si nous autres, nous avons fait des démarches envers d'autres, peut-être que, bon, pas encore à leur niveau, mais qu'ils s'attendent à ce que on puisse travailler ensemble si eux le veulent. Parce que nous sommes disposés à travailler pour la délivrance du Togo. Si eux aussi sont sur la même longueur d'onde, je crois que le problème ne se posera pas. Alors, notre second auditeur qui demande aujourd'hui, vous avez énuméré la panoplie de déficits de la part du gouvernement. Est-ce qu'il vous est arrivé à un moment donné, en tant qu'opposant, de vous asseoir et de faire un peu le bilan de vos activités durant les 60 dernières années? Vous savez, il y a toujours ces Togolais qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Et ils croient que le pouvoir qui est en place fait bien. Dans quel pays, après 60 ans de gouvernance, qu'on n'ait pas un seul hôpital? Celui qui parle là, est-ce qu'il est déjà malade et est allé au CHU Campus ou au CHU Tokoé? Ou bien est-ce qu'un membre de sa famille est déjà malade et il soit allé là-bas lui rendre visite? Celui qui parle là, est-ce qu'il a déjà voyagé pour aller au Bénin ou au Ghana ou encore au Burkina pour voir ce qui se passe chez les autres? Celui qui parle là, est-ce qu'il est déjà allé quelque part pour voir comment la démocratie fonctionne et le bien que fait la démocratie aux populations? Vous savez, faire le bilan de l'opposition, nous le faisons. Nous savons nos faiblesses. Et nous savons aussi ce que le pouvoir fait pour que l'opposition ne soit pas bien assise dans le pays. Nous savons. Mais nous luttons, pas pour notre propre bien, mais pour le bien de la population togolaise. Donc, ces esprits, ils disent, je crois que l'auditeur l'a dit, est-ce que nous sommes déjà allés au nord? Oui, si vous avez déjà cerné le nord. Mais écoutez, quelle région du nord n'est pas cernée? Regardez en 2017, les mouvements qui ont eu lieu à Sokodé, à Bafilo, même à Kara, à Mango, à Dapan, on a tué des jeunes là-bas. Il n'a pas vu, lui? Il ne vit pas au Togo? Tous ces mouvements en 2017, 2019, 2022, 2019, au nord du pays, est-ce que ça veut dire que le nord, rien ne se fait là-bas? Il n'a pas vu? Il ne vit pas au Togo? Vous savez, je veux que les gens défendent ce pouvoir, mais que cette défense soit faite avec la bonne foi et un peu de sincérité. Le nord du pays du Togo est la zone la plus désastreuse aujourd'hui. Moi, ce n'est pas la question si les opposants cernent le nord est le problème. Mais qui n'a qu'à se poser la question, est-ce que la gouvernance de 60 ans a pu bénéficier aux gens du nord? Allez au nord, vous allez voir. La situation est catastrophique. La dernière fois, vous avez vu des femmes qui tapaient les casseroles parce qu'il n'y a pas de l'eau potable, non? À Kara, la ville, comment appelle-t-on? Le fief du parti au pouvoir, si on peut l'appeler ainsi. Hein? Les gens tapaient les casseroles pour dire qu'il n'y a pas d'eau, non? Allez à Mango, allez à Dapan. Aujourd'hui, la zone d'insécurité au Togo, la zone de, comment appelle-t-on, la région de Savane est déclarée depuis le mois de juin 2022 comme étant en état d'urgence sécuritaire. Pourquoi toute cette misère qu'on fait aux populations là-bas? Et celui-là ne voit pas ça. Alors, mais c'est la faute à l'opposition. Sa question rejoint pratiquement celle de M. Basile qui dit que c'est votre façon de faire le combat qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'alternance. Que vous êtes cramponné seulement à vouloir aller au pouvoir et puis, bon, les à côté, vous ne les regardez pas. Non, il n'a rien compris. Il n'a rien compris parce que la chose publique se fait avec l'argent public. Vous comprenez? La chose publique doit se faire avec l'argent public. Je l'ai entendu dire que les enseignants sont mieux payés au Burkina qu'au Togo et que nous n'en parlons pas. Mais quand nous en parlons tous les jours, nous savons que dans l'enseignement, c'est la catastrophe. Et ceux qui sont des privés et qui ont voulu relayer l'État,
relaie l'État sur ce plan parce que l'État a démissionné sur le plan de l'éducation, l'État a démissionné. Et donc, il a fallu que les acteurs privés prennent en charge l'éducation. Et ils se débrouillent pour le faire. Mais ils n'ont pas assez de moyens. Ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir mieux payer les enseignants. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas de gaieté de cœur. Il y a des réformes à faire à ce niveau, mais il faut que les gens disposent des moyens pour pouvoir mieux payer les enseignants. C'est une préoccupation pour nous à l'opposition, qu'un enseignant ne soit pas bien payé parce que c'est un désordre qui s'installe à ce niveau-là. Mais que pouvons-nous faire? L'argent public est détenu par certaines personnes depuis 60 ans. Ils ne font rien avec. Et lorsque les privés veulent se débrouiller pour combler le vide que crée l'État, nous ne pouvons pas leur demander de faire plus que ce qu'ils peuvent. Vous comprenez? Donc, celui-là, par exemple, il ne comprend rien du tout. Il croit que les opposants qui recherchent le pouvoir doivent débourser de l'argent pour aller financer le secteur de l'éducation au niveau de l'enseignement privé. Non, ce n'est pas possible. Il faut que l'État prenne ses responsabilités et ce qui est de son devoir régalien puisse le faire. Il ne le fait pas. Le privé s'est accaparé du secteur, mais le privé n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir payer les gens normalement. Alors, et ça, c'est de la responsabilité de l'État. Il faut que les gens qui veulent parler de la chose publique comprennent la chose publique. Michel de Zonguera qui pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un combat contre une personne, mais c'est un combat pour le changement d'un système. Vous savez, moi, je ne suis pas contre une personne. Quelqu'un a parlé tout à l'heure du ministre Kokoroko que j'aurais titillé. Bon, le ministre Kokoroko, c'est un frère à moi. Je ne peux pas donner des détails. C'est un frère à moi que j'aime bien. J'apprécie son degré de la conception intellectuelle des choses. Parce que nous avions eu à discuter pendant longtemps. Et je le connais très bien. C'est mon frère, je le dis. Mais ce n'est pas parce que c'est mon frère que s'il participe à un système qui ne marche pas, qui fait du mal à ce pays, que je me taise là-dessus, parce que moi aussi j'ai des idées dans ce domaine-là. Mais je ne peux pas lui donner mes idées dans ce domaine parce qu'ils ne le feront pas. Pendant 60 ans, ils n'ont jamais écouté personne et ils n'écouteront pas aujourd'hui. Vous comprenez? Ils sont dans une logique de conservation du pouvoir. Donc quand vous êtes dans une logique de conservation du pouvoir, vous ne pouvez pas faire tout. Parce que si vous faites tout, vous ne, comment appelle-t-on, vous ne rendez pas service à ce système de conservation du pouvoir. C'est ça le mal de certaines personnalités que j'apprécie bien, qui sont des gens très compétents, mais dès qu'ils rentrent dans ce système, ils ne peuvent plus fonctionner avec leur propre esprit, parce qu'il y a l'esprit du système qui domine. Regardez le cas de l'ancien Premier ministre Gilbert Humboldt. C'est quelqu'un qui a été très volontaire. Et il a promis en arrivant à la primature qu'en 6 mois, il va faire changer beaucoup de choses. Mais après son départ, c'était le regret. C'était la désolation. Parce qu'il avait voulu, mais le système ne voulait pas, le système ne lui permettait pas. Donc, je ne condamne pas le ministre Kokoroko. Non, loin de là. Mais c'est qu'il participe à un système qui ne peut pas lui permettre de faire mieux que ce qu'il est en train de faire. Alors, comprenez? Monsieur Donc, le combat n'est pas un combat contre quelqu'un, mais nous sommes en train de mener un combat contre un système. Et ce système-là fait du mal à ceux qui animent même ce système. Ce système fait du mal à eux aussi. Et ils ne savent pas. Ils ont besoin de la délivrance. Et je crois que nous sommes bien placés aujourd'hui pour les aider à s'en sortir. Vous savez, Monsieur Gado qui demande de négocier le retour du président de... Oui, M. Gado a raison, parce que le président Guillaume Kodjo est une figure de proue pour le changement dans ce pays. Il a beaucoup d'expérience, il connaît l'État, il connaît le fonctionnement de l'État, et il pose des actes d'homme d'État, et on peut compter sur lui pour changer radicalement ce pays. Il a fait le système pendant longtemps, et il le connaît. S'il le combat aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'à un moment donné, ce système a déraillé, et ne peut plus faire du bien aux Togolais. Et il a fait depuis 2002, en publiant Il est temps d'espérer, et en claquant la porte du gouvernement qu'il dirigeait d'ailleurs. Donc, on peut compter sur M. Kodjo. Mais avant de chercher à négocier, il faudrait que celui qui est en face
comprenne qu'il a échoué et qu'il peut chercher une porte de sortie. Jusqu'à présent, nous ne voyons pas dans les comportements des gens du pouvoir une certaine volonté ou bien une certaine conscience qu'ils font du mal à ce pays. Et si aujourd'hui, ils sont obligés d'aller chercher leur légitimité ailleurs en croyant que les Togolais, bon, on s'en fout de leur vote parce que malgré tout ce qu'ils feront dans les urnes, on va se maintenir au pouvoir par la force et la brutalité. Je crois que c'est difficile d'aller négocier. Mais ce n'est pas que la volonté de notre côté n'existe pas. Mais nous n'allons pas aller nous courber devant qui que ce soit pour demander quoi que ce soit. Non, ce ne sera pas ça. Parce que le peuple nous a confié la légitimité en 2022. Le peuple, en 2020, le peuple nous a confié la légitimité pour gouverner ce pays et faire changer les choses. Donc nous considérons que c'est de notre côté que se trouve la légitimité. Ceux qui gouvernent aujourd'hui sont des gouvernants de fait. Et ils font du mal à ce pays. Nous leur demandons tout simplement de comprendre que ça ne va pas. Et de prendre conscience, de se rendre conscient que cette manière de faire-là conduit le pays tout droit dans le chaos. Aujourd'hui, nous avons des problèmes sécuritaires dans le pays et nous avons besoin de la solidarité de tous les Togolais pour combattre ce terrorisme. Il nous reste pratiquement 2 minutes. Le meeting de la DMK et de ses partenaires politiques le 14 janvier, c'est-à-dire samedi prochain. Est-ce que déjà vous avez le quitus du ministre de l'administration territoriale? Bon, nous avons informé le ministre. Il y a eu des échanges entre nous pour que des précisions soient faites sur le déroulement du meeting et puis bon, ceux qui organisent le meeting. Je crois que ces précisions ont été fournies au ministre et que jusqu'à présent, il n'y a plus de problème pour que le meeting n'ait pas lieu. Donc le meeting aura bel et bien lieu et toutes les formalités sont effectuées, les formalités que prescrive la loi, que la loi a prescrit ont été correctement faites. Donc il n'y a aucun doute pour que ce meeting n'ait pas lieu. Le meeting de 14 janvier aura bel et bien lieu à Bekondedi à 14 h. Et nous invitons toutes les couches sociales de la population togolaise, tous ceux qui sont proches, à Lomé, à Thévier, dans la V, Yoto, Zio, Lac, et à Fagna, tous ceux qui peuvent arriver à Lomé, je voudrais qu'ils viennent à Lomé le 14. Ce 14-là, c'est la date où nos frères maliens ont choisi pour fêter le premier anniversaire de leur accession à la vraie souveraineté. Je souhaiterais que lorsque nos frères maliens commenceront par fêter leur souveraineté là-bas au Mali, que les Togolais commencent par poser des jalons pour obtenir eux aussi la vraie souveraineté. Parce que notre pays jusqu'à présent est gouverné de l'extérieur. Et le profit de la gouvernance va à l'extérieur. Nous ne souhaitons pas que cela continue. Parce que ce que nous sommes en train de dire est démontré par le chef de l'État tout dernièrement. Il est allé prôner la libération des prisonniers politiques, des prisonniers, des prisonniers, les mercenaires ivoiriens qui allaient déstabiliser le Mali. Le Mali les a arrêtés, le chef de l'État est allé les prôner pour qu'on les libère. Au même moment, il a gardé son propre frère, Pachania Singbe, en prison depuis plus de 13 ou 14 ans. Bon, notre frère Omolou est en prison pour des raisons que nous ne connaissons pas. Le ministre du Maoré et plusieurs autres sont en prison. Nous demandons que les Togolais sortent nombreux pour que nous exigions la libération de tous ces prisonniers politiques. Ensuite, le Monseigneur Kodjo est en exil, Dr Gome Kodjo est en exil, Boko est en exil, Olivier Ama est en exil. Beaucoup d'autres personnes tuées à Tadam et les autres sont en exil, ce n'est pas normal. Ce sont des ressources. Merci beaucoup à M. Gérard. Il est le vice-président du MPDD, parti membre de la DMK. Merci également